7e symposium de la drépanocytose en Afrique centrale. Les délégués africains réfléchissent sur les stratégies de lutte contre cette pathologie. Marie-Josée Ndombi, Fortune Njibert, compte rendu. La réflexion de Libreville s'appuie sur l'état actuel des connaissances en vue de trouver une réponse idoine à l'agression infectieuse que subit la personne atteinte de la drépanocytose. Nos assises vont voir la participation de confrères et spécialistes venus de divers horizons, tous préoccupés au même titre que nous par ce problème. Au cours de ce symposium, nous allons confronter nos expériences respectives pour développer des synergies dans le cadre de notre réseau qui nous permettent, à n'en point douter, d'opérer des avancées significatives dans le traitement et la prise en charge de nos patients. L'histoire de cette maladie génétique, dira le directeur général du CINF, s'inscrit dans l'histoire de l'homme et reste marquée par un taux très élevé en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale. L'enfant drépanocytaire est particulièrement exposé aux maladies infectieuses. Pour lutter efficacement contre ce poids qui s'ajoute à la souffrance du drépanocytaire, il nous faut comprendre les mécanismes. C'est la raison de cette rencontre destinée à mettre en commun nos questions et tenter d'y répondre ensemble. Nous, le Centre international de recherche médicale de Franceville, sommes heureux de vous accueillir ici, dans ce lieu prestigieux de la Chambre haute de l'État gabonais, pour découvrir et proposer des voies qui mèneront la drépanocytaire au bien-être recherché par tous. Le défi à relever est important mais pas insurmontable. La rencontre de Libreville va de ce fait tracer le chemin à suivre pour une meilleure lutte contre la drépanocytose et une prise en charge précoce des malades. Le régime obligatoire d'assurance maladie touche désormais les Gabonais économiquement faibles et les agents de l'administration publique. L'on note tout de même ce coup de gueule des assurés qui se plaignent d'être mal reçus dans les structures agréées. Rodrigue Tessamwanga a enquêté pour nous. Que se passe-t-il réellement dans les hôpitaux et autres structures agréées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale? Moi-même personnellement, je n'ai pas été encore mal reçu par le bureau de la CNAMGES. Mais le problème se trouve au niveau de l'hôpital général. Parce que le médecin hôpital général, vraiment, c'est très compliqué. On est très mal reçu. Les spécialistes demandent de l'argent. Il faut payer 10 000 francs de la consultation. Plus un seul jour ne passe sans enregistrer une plainte d'un assuré CNAMGS. Que les médecins même nous trompent. Ils ont la facture, ils ont le duplicata de la CNAMGS, des médicaments pris en charge. Mais ils vous font, ils vous remplissent le papier, le formulaire, soi-disant, je ne sais pas, avec des médicaments qu'ils savent que la CNAMGS ne prend pas en compte. Et quand vous arrivez à la formation, vous dit ces médicaments ne sont pas pris en compte par la CNAMGS. Au centre hospitalier de Libreville, après avoir effectué le tour de quelques services, on observe que la pratique du privé dans le public est une réalité. Aux urgences gynécologiques, on me demande de payer encore 5 000. Je ne sais pas où, ce que le rôle de la CNAMGS, le rôle du ticket que j'ai eu à faire, je ne sais pas pourquoi on me demande sans reçu. Officiellement, il n'y a pas de privé. Il n'y a pas un texte qui régit la médecine privée à l'hôpital. Mais officieusement, il y a du privé à l'hôpital. Il ne faut pas se le cacher. Je prends mon exemple à moi, je ne peux pas parler des autres. Moi, je consulte tous les mardis et tous les vendredis. Mardi, je vois une vingtaine de malades. Une vingtaine de malades. Là-dedans, ça peut être des gens de la CNAMGS ou hors CNAMGS. Si, mardi, il y a 25 malades, les 5 autres malades, là, ils ne sont pas prévus. Côté hiérarchie, on reconnaît les mots. C'est vrai qu'il y a des praticiens qui font du privé dans l'hôpital, mais ils ne consacrent pas toute la journée pour ce privé-là. Si la prestation laisse à désirer, quelques dispositions sont prises pour améliorer la qualité du service. On a créé un deuxième site d'accueil qui se trouve dès l'entrée de l'hôpital, au niveau des bureaux des entrées. Comme tout le monde rentre par le ministère de l'Intérieur, l'entrée du ministère de l'Intérieur, on s'est dit que ça va déjà décongestionner un petit peu le premier site que nous avions. Certains médecins sont conscients qu'ils représentent un maillon important de toute la chaîne. Ici, par exemple, on joue le jeu. Plus de la moitié des patients que nous recevons de la société gabonaise sont en assurance maladie.
Le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba a reçu ce matin à son cabinet le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de l'innovation des lois de finances exercice 2009. Presse de la primature, Charles Onanga Maganga, Olivier Antonio. Dans la limite des autorisations accordées par le Parlement. Or, en 2009, les modifications apportées par le gouvernement en cours de gestion ont conduit à dépasser les plafonds budgétaires à hauteur de 81 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la vérité des comptes qui constitue un outil d'aide à la décision, il y a lieu de souligner que les documents produits à la Cour et tenant lieu respectivement de compte général de comptable de l'État et de compte général administratif de l'État ne fournissent pas toutes les informations requises, notamment celles concernant l'exécution des crédits alloués aux institutions constitutionnelles et à certaines administrations publiques jouissant de l'autonomie de gestion. La conséquence tirée de cette situation est, comme vous allez le constater, la non-déclaration générale de conformité entre le compte général administratif de l'État et le compte général de comptabilité, déclaration de conformité pourtant le rapport. Les rideaux sont définitivement tombés sur la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Le communiqué final des travaux a enfin été rendu public. L'Union africaine veut se faire encore une place dans les arcanes décisionnelles du dossier libyen. Armand Moupende, Lazoa Borner. Dans un communiqué final abondant, la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation en Libye, sa horde de conséquences sur la population civile et la stabilité à long terme de la Libye, y compris les pays mitoyens. Le conclave africain a réitéré sa conviction que seule une solution politique au conflit actuel permet la promotion d'une paix durable en Libye et répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen pour son accès à la démocratie et au respect des droits de l'homme. La réunion d'Addis Abeba a fait sienne la feuille de route de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Libye conformément aux conclusions de la réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue le 10 mars dernier. En conséquence, la session extraordinaire réitère la nécessité d'une cessation immédiate de toutes les attaques et exactions contre la population civile, puis un cessez-le-feu immédiat comme l'exige la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de préférence sous la surveillance d'un mécanisme international crédible et efficace. Ce cessez-le-feu, pour l'Union africaine, doit conduire à l'établissement d'une période transitoire et consensuelle inclusive, transition au cours de laquelle des réformes seraient entreprises en faveur des aspirations du peuple. L'objectif en filigrane, c'est l'organisation d'élections démocratiques transparentes. Vu la situation humanitaire catastrophique qui prévaut sur le terrain, la conférence exige une trêve immédiate des combats et bombardements aériens menés par l'OTAN pour atténuer les souffrances des populations civiles et favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Il est clair, selon l'Union africaine, que la poursuite de l'opération militaire de l'OTAN sape l'objectif pour lequel elle a été initiée, à savoir la protection de la population civile. Le Conseil de paix et de sécurité a été invité à déployer une mission d'observation de l'Union africaine en Libye pour suivre de près l'évolution de la situation afin de fournir une évaluation indépendante du développement de la situation sur le terrain. Cette mission entend s'ouvrir à une autre, plus large, impliquant les Nations Unies, la Ligue des États arabes, l'Union africaine et d'autres organisations. À cet effet, les pays membres sont invités à fournir les personnels et soutiens financiers et logistiques pour un déploiement rapide de la mission. Aux parties libyennes de coopérer avec cette mission et aux partenaires de contribuer au succès de l'initiative. La session extraordinaire réitère l'attachement de l'Union africaine aux résolutions 1970 et 1973. Toutefois, l'organisation panafricaine souligne l'obligation de se conformer à l'esprit et à la lettre de ces résolutions, résolutions dont les interprétations selon la session extraordinaire sont biaisées. Le groupe africain à New York et les membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies
ont été invités à prendre l'initiative de convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'évaluation de la mise en œuvre des 2 résolutions. La session extraordinaire de l'Union africaine a exprimé la surprise et la déception de l'Afrique face aux tentatives de marginalisation du continent malgré la reconnaissance formelle par le Conseil de sécurité du comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine. La conférence a enfin appelé le comité ad hoc à intensifier ses travaux et à se rendre à nouveau à Tripoli et à Benghazi aux fins de faire avancer la recherche d'une solution politique au conflit. Dans ce ordre d'idée, l'on annonce la visite prochaine du président sud-africain Jacob Zuma en Libye. La session extraordinaire s'est félicitée de la tenue d'une réunion prévue au Caire à la fin de ce mois. Prochain rendez-vous, Malabo, en Guinée équatoriale.